Quand on parle de protection sociale des indépendants, il y a bien une personne à côté de qui on ne peut pas passer. Cette personne, c'est Inde El Idrissi. Elle est à la fois fondatrice de WeMind, une mutuelle pour les indépendants, mais aussi d'Indépendants.co, le syndicat des indépendants. Et échanger avec elle nous a permis de creuser le statut d'indépendant, son histoire, ses actualités, mais aussi ses perspectives futures. J'espère que notre échange vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, du coup, j'aimerais que tu commences par t'introduire rapidement voilà, qui tu es et nous parler de WeMind et de indépendant.co. Ok. Donc du coup, en gros, pour te raconter mon parcours hyper rapidement, moi j'ai quand même été salariée. Enfin, tu peux pas comprendre, tu peux pas créer WeMind si tu n'as pas été salarié. C'est-à-dire qu'en fait, moi, comme j'ai été salariée et que j'ai pu en gros bénéficier de tous les avantages du salariat, le jour où j'ai été moi-même entrepreneur indépendante, je me suis dit, bon, du coup, je vais aller recréer ça pour les indépendants. Donc, c'est vraiment une idée un peu toute con. Euh, et donc, c'est pas, voilà, c'était pas une idée vraiment révolutionnaire, c'est juste tu appliques quelque chose que tu connais déjà. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais créer un truc qui va permettre à ce que moi je sais faire, c'est-à-dire, moi je sais faire de l'assurance notamment, ce que moi je sais faire, ça puisse bénéficier au plus grand nombre et notamment à des gens qui ne sont pas salariés de grosses boîtes et qui ont choisi d'être en indépendant. Ouais, et donc, du coup, en fait, ce que je me suis dit, voilà, en fait, on va se mettre au boulot pour pouvoir créer ce service-là. Et donc, en fait, ce qui fait la spécificité de WeMind, d'ailleurs, c'est pas le produit, c'est qu'en fait, ce à quoi moi j'ai vachement réfléchi, c'était avec quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on veut apporter, voilà, qui était un peu, WeMind, c'est vachement basé sur les valeurs de bienveillance, de responsabilité, voilà, quelque chose qui, je pense, nous définit quelque part, enfin, qui définit beaucoup de gens, il n'y a pas que moi, mais en tout cas, d'apporter cette dimension-là aussi dans le produit, dans la relation aux autres, etc. C'est un peu cette chose un petit peu de contribution, c'est-à-dire que c'est quand on réfléchit à la question du travail, le travail sert à quelque chose dans le sens où ça te sert à titre personnel, ça te sert à gagner ta vie. Et au niveau des autres, en fait, c'est une question de contribution. En fait, les gens te donnent de l'argent parce qu'ils estiment que ce que tu fais leur apporte une contribution. Donc, quand tu vas chez ton boulanger, lui, ça lui permet de gagner sa vie et puis en même temps, il contribue à tout l'environnement autour de lui en fournissant du pain. Et donc chacun un petit peu est dans chacun un petit peu dans cette logique-là. Et donc du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai conçu WeMind avec cette espèce de. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas un hasard que le, le- que le logo de WeMind, c'est une espèce de cercle qui est en réalité une planète. Enfin, c'est une planète très imagée, qui bouge, qui est très colorée, et donc du coup avec ce côté un petit peu où les choses circulent. Et donc, c'est un peu tout ça qu'il y a derrière la philosophie de WeMind. Et donc voilà, donc c'est un petit peu comment moi je suis rentrée dans l'aventure WeMind. Mais du coup, tu vois, je comprends totalement ce que tu dis sur le fait, faut voilà, être salarié pour avoir créé WeMind, pour justement avoir en fait ce qui allait te manquer et du coup l'appliquer aux indépendants. Mais en même temps, enfin, comment ce milieu indépendant, est-ce que toi, je sais pas, dans ta famille, il y avait des indépendants? Est-ce qu'autour de toi, il y avait des indépendants? Toi, c'était quelque chose que tu voulais faire? Enfin, c'est quand même, je trouve, un monde euh, que tu découvres. Moi, je suis convaincue qu'on va être de plus en plus à avoir des carrières non linéaires et à ce que ce soit complètement décorrélé. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore quand même ces deux cases, indépendant et salarié. Et comment toi, tu vois, du coup, comment toi, tu es arrivé à être finalement dans cette case, à te rendre compte que pour l'indépendance, c'était pas du tout la même chose. En fait, c'était un petit peu, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je suis sortie des études, j'étais à l'ESCP et en fait, tu vois, on avait cours de finance, marketing, tu vois, donc tous ces trucs-là. Et moi, à l'ESCP, il y a un seul cours qui m'a intéressée et c'était le cours d'entrepreneuriat.
c'était vraiment le seul que vraiment j'y allais et J'étais contente. j'avais les yeux qui brillaient. Je peux dire, quand Ok. j'allais au cours de finance, j'avais pas les yeux qui brillaient. Ouais. J'avais pas des bonnes notes d'ailleurs, hein. La compta, c'était vraiment, je traînais les pieds. Le marketing, j'avais envie de me tirer une balle. Enfin, vraiment, c'était pas. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un peu des ingrédients de l'entrepreneuriat, mais en fait, vraiment, j'y arrivais pas. Alors que le cours d'entrepreneuriat, c'était vraiment le seul qui m'intéressait parce que tu as vraiment l'impression que tu peux prendre une feuille blanche et dessiner ce que tu veux. Donc, c'était ça que je trouvais assez fascinant, quoi. Et puis Et toi, du d'être coup, en... c'est vraiment on va dire, ce moment d'études où toi, il y avait ce côté, l'entrepreneuriat t'attirait, tu avais envie d'être entrepreneur et donc, Ouais, après le salariat, tu as dérivé sur, enfin, on va dire, entrepreneur, indépendant et toi, ça s'est fait de cette voilà. façon-là. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je sais pas comment te dire, mais en gros, le fait d'être entrepreneur, si t'es fait pour ça, tu le sais. Enfin, si t'es, et d'ailleurs, même quand j'étais salariée, j'ai jamais pris un seul job salarié, en gros, où tu arrives et tu remplaces quelqu'un. Et tu fais un job et voilà. C'est en fait, moi, c'était plutôt, bon, bah, on crée une nouvelle mission, on crée un nouveau poste, c'est pour faire un truc que personne n'a jamais fait, qui est volontaire. Et donc voilà, moi, Hmm. j'ai fait que des postes comme ça en tant que salarié. Donc voilà, donc quand tu as enfin, je sais pas, on va dire cette personnalité-là, c'est sûr que c'est fait pour toi et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde d'ailleurs. Mais moi, c'est Mais marrant parce que c'est pas du tout la même histoire que toi. Et c'est même l'opposé. Moi, j'ai jamais pris, tu vois, à l'école, un cours sur l'entrepreneuriat. Et en fait, pas parce que ça m'intéressait pas, je me suis rendu compte après, parce que je te rejoins sur le fait clairement que c'est pas fait pour tout le monde. Mais en fait, moi, j'avais l'impression que si tu montais pas une app ou une boîte très tech, enfin, si tu n'avais pas ce truc-là, bah, tu n'étais pas une start-up et tu n'étais pas entrepreneur. Alors qu'en fait, du coup, aujourd'hui, je me rends compte que l'entrepreneuriat est bien plus large et que bah, tu donnes l'exemple d'un boulanger, c'est un entrepreneur. Mais il y a vachement ce. Enfin, moi, tu vois, voilà, j'avais pas du tout cette. Ah oui, mais c'est chacun. En fait, c'est quand en fonction de la période à laquelle tu fais tes études, tu as un peu ce que tout le monde a en tête. Moi, Hmm. quand je faisais mes études, tout le monde voulait être salarié. Et puis aujourd'hui, tous les étudiants, ils veulent tous monter une start-up tech. C'est ce qui se fait. Donc, c'est en fonction. Enfin, tu as toujours des trucs à la mode. Mais après, c'est vrai que les trucs Ouais. à la mode, c'est pas forcément. Après, au bout d'un moment, il faut quand même choisir ce qu'on a vraiment envie de faire plutôt que juste les trucs à Hmm. la mode. Ouais, non, mais moi, tu vois, enfin, c'était même pas de temps à la mode. Enfin, ça fait maintenant quand même quelques années. Donc, c'était même pas le côté à la mode. C'était vraiment plus que j'avais l'impression que un entrepreneur, c'était tech, digital et pas que c'était en fait, tu peux, enfin voilà, comme tu dis, l'exemple d'un artisan, mais comme un freelance, comme j'avais vraiment une vision, je me rends compte, assez étroite en fait. Et c'est pour ça que je trouve Mm. ça intéressant quand tu parles de salarié à WeMind, ce côté en fait un peu indépendant, presque un monde d'indépendants, je sais pas, enfin, et tout ce qui en est cool, et donc que ce soit les artisans, les freelances, enfin, ce travail indépendant qui est bien plus vaste, moi, je l'ai vraiment, en fait, découvert, tu vois, après, quoi. Mm. Ouais. Du coup, ça me fait une petite passerelle avec. Je sais que quand j'avais écouté la conférence avec la Maïf là, sur du coup l'aspect plus de protection sociale, et justement, tu disais quelque chose sur en fait tu vois, les indépendants ou les freelances, on en parle beaucoup aujourd'hui, on a l'impression qu'on sort des chiffres, ça fait quelques années que ça explose, etc. Alors qu'en fait, ça remonte à bien plus longtemps. Et du coup, cet aspect un peu historique aussi, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, dont tu as du coup déjà parlé et je serais assez intéressée qu'on en reparle aussi juste après. Mais en fait, enfin, le travail à la base, c'est quelque chose le, où les gens ont toujours été indépendants de base, en fait. Le travail indépendant existe depuis bien plus longtemps que le travail salarié. Même si, bien sûr, tu as plein de phénomènes en fait dans le passé je sais pas, par exemple, l'esclavage, tu vois. C'est le truc. Il y a des gens qui ont travaillé en étant esclaves Mm. parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que c'était comme ça. Mais cela dit,
on va dire le travail de base, il est quand même plutôt indépendant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le salariat, c'est une sorte de compromis dans lequel tu sais que tu dois travailler pour quelqu'un, tu sais que tu es dépendant de cette personne, donc tu dis, OK, bah, tant qu'à faire, on va l'écrire sur un papier, on va en faire un contrat, et puis tu vas me garantir de me payer un salaire tous les mois, parce que comme ça, je peux nourrir ma famille tous les mois. Donc ça, c'est ce qui est une modalité du travail. Mais si tu regardes, en fait, je sais pas moi, dans la France de Henri IV, par exemple, ou alors si tu vas dans d'autres pays, même à l'heure actuelle, où en fait, la plupart des gens étaient agriculteurs de base, et ben du coup, chacun son petit bout de terre et chacun cultive son truc et voilà. Et t'es pas dépendant de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, on est dans une société où on est on est de plus en plus en fait interdépendant de plein de choses. Et donc, du coup, on est dans une situation où même aujourd'hui, si tu es indépendant, bah, en fait, tu es interdépendant avec plein d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc, Et, en fait, et c'est pareil d'ailleurs pour le syndicat, tu vois, où les gens disent, ah, voilà, syndicat d'indépendants et tout. Les indépendants ont inventé le syndicalisme, hein. Donc, mm. ils ont été syndiqués bien, bien avant les salariés. Alors pourquoi? Et Parce que du coup, alors, il y a trois choses là dans ce que tu as dit qui m'interpellent. Donc, quand tu dis le travail au départ, il est indépendant plutôt que salarié. Et en fait, le salariat, ça devient quelque chose, voilà, un contrat, enfin, tu contractualises de relations. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interdépendance. Mais du coup, par exemple, on va dire un agriculteur, quand tu donnais cet exemple-là, peut-être avant, il y avait aussi une forme d'interdépendance où tu devais, je sais pas, c'était soit je sais pas, sur du troc ou de l'échange vous avez quand même de la vente. Donc, à part si tu es autosuffisant et que tu vis vraiment avec toi ce que tu fais, tu as quand même ce rapport-là dans le travail, non? oui, mais en fait, pour le coup, ça n'a rien à voir. Par exemple, si tu lis, moi je me souviens, j'avais lu, je crois que c'était au collège, où on te fait lire Claude Michelet. Tu sais, il a écrit une trilogie. Le premier bouquin s'appelle Des Grives au loup. Je sais pas si ça dit quelque Mm. chose. Bah, de nom, mais j'ai pas lu. Je me le note. Et ben, du coup, c'est intéressant si tu vas avoir une vision du travail, de ce que c'était le travail au 19e siècle, où en fait, donc, il raconte l'histoire d'une famille qui habite en Corrèze, à côté de Brive-la-Gaillarde. Donc, et que maintenant, en fait, maintenant, la Corrèze, c'est hyper connu parce que c'est un peu l'endroit où tu fabriques des présidents de la République. Tu sais que Chirac a grandi là-bas, Hollande a Non, grandi bah, là-bas, machin. Donc voilà, et donc c'est un département français où il n'y a pas grand-chose, mais qui du coup est connu pour fabriquer des présidents de la République. Et que du coup, moi, j'avais l'impression de connaître la Corrèze en ayant lu. C'est vraiment une ok. grande fresque familiale où il raconte l'histoire donc, de cette famille qui vit donc en Corrèze. Et ils sont dans un village où ils ont une petite ferme qu'ils cultivent, quoi. Ok. Et donc, tu vois, en fait, un peu dans toute l'évolution de cette famille, donc tu vois au tout début, en fait, c'est des gens, nous, on n'arrive pas à imaginer ce style de vie. C'était en fait un style de vie où, donc, effectivement, tes paysans étaient dans un village, etc. Mais en fait, tu es très largement autosuffisant. Donc, par Ok. exemple, les supermarchés n'existent pas. Les vêtements, tu en achètes très peu souvent. Les gens portent les mêmes vêtements tout le temps. Voilà, c'est comme ça, sauf quand il y a la fête du village et que voilà, tu te fais toute belle pour rencontrer un fiancé. Mais enfin, en dehors de ça, quand même, les gens ne sont pas habillés à la dernière mode, machin. Et en plus, il y a pas tout le travail se fait au champ. Il n'y a pas, à l'époque où le livre démarre, il n'y a pas du tout de tracteur, il y a pas de matériel. Et donc, tu suis en fait dans toute la saga, parce que la saga se fait sur plusieurs générations. Donc, au début, tu as les 3 enfants avec les parents. Puis après, il y a un des enfants qui devient le patron de la ferme, etc. Et les relations avec les voisins. Bon, donc on découvre un petit peu tout ça. Ok. Et donc en fait, si, ils sont quand même pas du tout dans notre mode de consommation à nous. Donc, ils sont beaucoup en autonomie. Et une autonomie qu'ils vont
perdre puisque ils vont se retrouver, du coup, il va falloir passer aux machines parce que si tu passes pas aux machines, tu vas pas pouvoir maintenir ta productivité. Il faut trouver des débouchés pour vendre tes trucs. Après, ils finissent par aller à Paris, en tout cas une partie de la famille, évidemment, parce que les gosses qui font des études, au bout d'un moment, ils vont à Paris. Après arrive la guerre, après arrive plein de choses. Et donc, l'équilibre du début est détruit, évidemment. Mais il a existé à un moment donné. Donc, et c'est ça qui est intéressant de regarder effectivement ces trucs un peu historiques, c'est que c'est pas déconnant en fait comme modèle. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est très différente de celle-là. Notamment parce que tu parlais des modes de consommation, notamment par rapport à ça. Et du coup, est-ce que quand tu parles aujourd'hui où il y a beaucoup plus d'interdépendance, c'est lié justement à nos modes de vie actuels, c'est lié à quoi, je sais pas, à la mondialisation, c'est lié à tous ces éléments-là? Est-ce qu'il y a un Oui, élément? oui, bien sûr. Bah, la mondialisation, le numérique, l'urbanisation, puisque voilà, c'est quand même le fait que la France a quand même été très longtemps un pays rural, mais du coup, maintenant, ça l'est quand même beaucoup moins. Donc voilà, et d'ailleurs, justement, dans ces fameuses histoires-là où en fait on envoie les enfants à la capitale, on envoie les enfants faire des études parce que on sait que pour s'en sortir, voilà, c'est ça qu'il faut. Mais ça vient effectivement détruire un équilibre qui existait avant. Et donc aujourd'hui, tu as beau être voilà, un freelance qui s'en sort très très bien, ben, si jamais le supermarché en bas de chez toi, il est pas approvisionné par une chaîne logistique et voilà, ben, du coup, tu te retrouves dans une situation qui est quand même compliquée, même si économiquement, de base, tu t'en sors bien. Donc, en fait, on est vraiment dans un paradigme qui est vraiment très, très différent de ce qu'a pu être le travail indépendant à une époque. Et du coup, si on a un peu l'histoire, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est quoi, comment ça va évoluer d'après toi? Ah, c'est toujours la question, c'est la question, moi j'appelle ça la futurologie. Pour préciser la question, peut-être, parce que l'idée, c'est pas forcément de prédire l'avenir, même si, encore une fois, si tu as des pistes, n'hésite pas à nous les partager. C'est vraiment plus sur les tendances, tu vois, quand tu parles justement de ce côté où on était dans un équilibre assez, on va dire, une autonomie interclassée familiale. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup plus de mouvements, l'influence du numérique. Qu'est-ce que, tu vois, en termes de tendance, est-ce que pour toi, ça va être de plus en plus toujours interconnecté, interdépendant à des échelles internationales? Est-ce qu'on va revenir finalement à quelque chose, un équilibre qui est un peu plus proche, même si ce n'est pas tout à fait le même qu'au 19e siècle? Est-ce que, moi, tu vois, par exemple, au-delà de sans savoir prédire l'avenir, je suis assez persuadée que, comme je te disais au début, on n'aura pas de carrière linéaire, que ce côté indépendant versus salarié va quand même être amené à évoluer. Que, voilà, donc c'est plus dans ces tendances-là que sur Alors, une ça, image qu'on sera dans. ouais, voilà, en fait, c'est-à-dire que autant on peut pas dire, on peut pas prédire l'avenir, mais ce que tu dis, par exemple, sur les carrières linéaires, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement déjà plus de carrière linéaire. Donc ça, on sait déjà parce que c'est pas, pour le coup, c'est pas c'est déjà un phénomène qu'on peut constater aujourd'hui. Ouais, Donc ouais, en fait, complètement. en fait, c'est ça, c'est les choses effectivement qu'on peut constater. C'est-à-dire que moi, en gros, ce que j'aime bien raconter un petit peu quand on pose ce genre de questions, c'est euh, il faut essayer de se raccrocher à ce qui ne change pas. La nature humaine ne change pas. Donc, tu auras toujours besoin de manger, tu auras toujours besoin, tu prends ta pyramide de Maslow, tu auras toujours besoin d'être en sécurité, tu auras toujours besoin d'avoir à manger, tu auras toujours besoin d'avoir des amis, tu auras toujours besoin d'avoir une famille. Donc, tous tes besoins humains, tu es quasiment sûr que, enfin, tu es sûr que ça va rester. Et puis après, une fois, donc ça, c'est un petit peu les choses dont on sait que c'est assez certain. Et puis après, ce que tu peux regarder, c'est quels sont un peu les signaux faibles de ce que tu vois autour de toi qui est en train de se passer. Et effectivement, aujourd'hui, on peut analyser quand même l'environnement dans lequel on est, qui est un environnement d'évolution technologique, qui est un environnement dans lequel la notion d'environnement, de climat, elle devient de plus en plus importante et elle va peser d'une façon ou d'une autre
sur notre vie quotidienne. On va aussi avoir une question qui est on va dire la question des modèles sociaux, parce que nous, auquel on réfléchit beaucoup chez Indépendant.co, c'est-à-dire avec quel modèle social on vit. Et donc, du coup, toutes ces questions-là, quel que soit, je veux dire, si tu vas par exemple dans les pays qui ont fait par exemple de l'esclavage, l'esclavage est un modèle social. On aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est un modèle social. Le féodalisme, on aime ou on n'aime pas, c'est un modèle social. Le salariat, on aime ou on n'aime pas, c'est un modèle social. Et c'est quoi le modèle social de notre époque? On ne l'a pas défini encore. Et donc aujourd'hui, moi je pense que les indépendants, ils ont un rôle à jouer dans définir le modèle social. Alors est-ce que moi je peux le définir? La réponse est non, parce que ça pour le coup c'est de la futurologie et j'en suis pas capable. Mais de toute façon, il va en falloir un. Il va falloir un modèle économique, un modèle social. Il va falloir que d'une façon ou d'une autre, il se règle la question, la question de la protection de l'environnement. Donc toutes ces questions-là doivent se régler. Comment elles vont se régler? C'est là où, en fait, vraiment, j'en sais rien. Ouais, non, mais parce que tu vois, alors pour revenir, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand tu disais sur le fait, par exemple, le sujet des carrières linéaires, c'est quelque chose aujourd'hui qui est déjà le cas. Oui et non, dans la mesure où aujourd'hui, alors si on dit carrière linéaire au sens de, par exemple, rester toute ta vie dans une seule entreprise ou rester toute ta vie, ça, on est d'accord que c'est quelque chose qui est aujourd'hui plus vraiment d'actualité. Mais au final, quand tu vois, c'est par exemple, je sais que Samuel me disait par exemple, ben moi je vois autour de moi, je suis quand même plutôt dans la minorité. J'ai plein de potes qui bah, sont salariés, se voient faire bah, leur temps voilà, dans une des plusieurs boîtes et puis jusqu'au moment de la retraite. Donc, ça introduit du coup cette thématique notamment de la retraite, mais voient vraiment encore ce temps-là. Alors, est-ce qu'ils le feront ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même, je trouve, encore aujourd'hui, les indépendants et les salariés. Et même s'il y a de plus en plus de gens qui font les deux, c'est quand même un modèle. Alors, ça m'intéresse justement d'avoir ton retour là-dessus, parce que ça, c'est vraiment moi l'image que j'en ai et là où je pense que ça va complètement évoluer. Mais du coup, sur ça, toi, c'est quoi ton avis là-dessus et comment tu vois les choses sur, notamment, voilà, c'est un peu 3 temps de vie où bah, tu te formes, tu travailles, tu prends ta Alors, retraite. en fait, il y a un truc, c'est intéressant la façon dont tu amènes ce sujet-là parce que, en gros, il est amené par le biais de la perception individuelle. Alors, la perception individuelle, donc je vois très bien, et je connais tout à fait des gens comme ça, c'est en gros, tu te dis, bon, moi, voilà, je suis diplômée de mon école, voilà, je cherche un boulot, et puis, oui, mon objectif, c'est de passer 40 ans dans la même entreprise et d'être tranquille. OK. Et donc ça, c'est un petit peu comme si, tu te disais, bah, j'attends que le Père Noël arrive à la maison et j'ai mis le paquet de gâteaux, le truc et tout, j'ai fait Le des bonnes chocolat chaud. voilà, le chocolat chaud, tout ça, donc le Père Noël va arriver. Bon, je suis désolée, je veux dire, on est dans le monde des adultes. C'est pas parce que c'est pas parce que tu espères, c'est pas parce que tu penses que tu mérites que le Père Noël t'apporte des cadeaux qu'il va t'apporter des cadeaux. Que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le jour où tu deviens adulte, vu que les cadeaux en vrai ils sont ramenés par tes parents, bah, ou si tes parents ils font pas ce qu'il faut, bah, tu n'auras pas tes cadeaux. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pas celle-là. Ça, pour moi, c'est une erreur d'interprétation parce que si on se pose la question comme ça, on se dit, ben, voilà, oui, si moi j'ai envie de bosser si j'ai envie de bosser toute ma vie dans la même boîte, je vais bosser toute ma vie dans la même boîte. Ben non, ça se passe pas comme ça. La question, c'est est-ce que la boîte, elle va vouloir de toi toute sa vie? Et après, alors là, quand je parlais au-delà d'une boîte, c'est même ce côté salarié, tu vois, plus qu'une boîte. Enfin, je pense que là, comme je dis, moi, je suis assez. Oui, mais du coup, en fait, là, pour le coup, moi, je pense pas que le salariat est mort, hein, loin s'en faut. De toute façon, si tu, il va, moi, je pense qu'il va rester des salariés de façon très importante et qu'il y a de grandes chances que ça reste le modèle dominant du travail. C'est pas la question. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on dit, par exemple, quand on dit que les carrières vont être de plus en plus hachées, ça veut dire que finalement,
Un indépendant, par exemple, dans le freelancing, c'est tu changes de boîte régulièrement. Mais les salariés aussi devront changer de boîte régulièrement. Et donc, en fait, il va y avoir une sorte de rapprochement Mm. entre les salariés et les indépendants. Donc, c'est pas tellement la question de savoir si tu vas pouvoir, enfin, c'est-à-dire que même en étant salarié, tu ne seras pas forcément sur le même job, sur le même truc, et donc il va falloir de toute façon se réinventer plus souvent, y compris pour les salariés. Ouais, ouais, non, je Et je veux suis dire, d'accord. tu vois, c'est en fait l'idée que j'essaye de transmettre, c'est qu'en fait, c'est pas l'individu qui décide euh, de ses conditions de vie, tu Ok. vois. C'est qui alors? C'est l'écosystème, c'est les interdépendances dont tu parlais tout à l'heure? Bah, mais c'est plein de choses. Je veux dire, toi, tu serais né au Bangladesh. Ben, du coup, on aurait une autre type de discussion parce que tu serais dans les conditions de vie du Bangladesh. Voilà, tu serais né à Buckingham Palace, on aurait une autre discussion parce que tu serais à Buckingham Palace. Donc, en fait, c'est pas. Enfin, Tu fais avec les le, éléments que tu bah, as. bien sûr, Ouais, ouais. tu fais avec les éléments qui sont possibles. Donc, quand tu vas chercher du boulot, bah, tu vas chercher du boulot, que ce soit d'ailleurs un indépendant ou un salarié, tu vas chercher du boulot de ce qui est disponible dans l'environnement dans lequel tu es à l'instant T. Mm. Et en fait, ce que tu fais, c'est pas ce que tu as envie, tu fais ce qui est possible. Et en fait, ton champ des possibles, c'est pas tellement toi qui le définis. Et c'est pour ça qu'on a ces discussions-là. C'est parce que comme c'est pas nous qui définissons, bah, on essaye de comprendre qu'est-ce qui définit et comment on peut se positionner là-dedans. Et c'est là qu'on a une discussion qui est intéressante parce qu'on peut se dire, bon, ok, aujourd'hui, comment je m'organise par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Et l'environnement, ouais, effectivement, l'environnement, il bouge tout le temps. Et ça, c'est pas un individu qui maîtrise comment l'environnement évolue. Non, mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis et ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve que quand on a des discussions, enfin, notamment toutes le mode de pensée autour du future of work, etc., il y a beaucoup de choses hyper intéressantes, mais il y a aussi une certaine image un peu très optimiste, très belle de bah voilà, tu es indépendante, tu es freelance et c'est un choix et je suis autonome et je suis digital nomade et c'est vraiment une superficie, enfin c'est voilà, une petite couche, mais c'est un peu une partie voilà, émergée de l'iceberg et il y a beaucoup plus derrière ça et je trouve que c'est intéressant dans ce que tu dis sur le fait de, voilà, au-delà de, c'est pas juste l'individu et l'individu il n'a pas toutes les cartes en main pour, c'est pas parce que tu dis demain, voilà, je deviens freelance que enfin, il y a plus de sujets que juste, bon, bah, trop bien, je peux bosser de partout avec mon ordinateur. C'est un petit bout, c'est un petit bout des gens, c'est pas tous les gens. Je sais Oui, pas si ce qui empêche pas que c'est un, tu vois, dans le documentaire de Sam, c'est ce qu'on voit, ce qui empêche pas que aujourd'hui, on est dans un, je sais pas comment dire, on est dans un monde dans lequel c'est possible. Donc, je prends typiquement, tu sais, les devs en informatique. Mm. En fait, en vrai, aujourd'hui, quand tu es très bon en dev, tu peux facturer très cher, tu peux vivre très bien. Et en gros, tu décides de ce que tu décides. Donc, tu décides si tu veux être digital nomade, tu décides si tu veux être ceci, si tu veux être cela. Donc, c'est pas faux, en fait, ce qu'on Mm. raconte. C'est quand même Bien vrai. sûr, bien sûr. Euh, Non, ce que je trouve intéressant aussi quand tu parles de l'environnement, typiquement, et même sur cet exemple-là, c'est lié à un environnement, à un moment. Et comme dans tout environnement, bah voilà, tu as aussi différentes, différentes façons de t'y insérer, on va dire. Mais voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, si tu veux comprendre le phénomène dans sa globalité, c'est pas la question de l'individu. En fait, aujourd'hui, de façon beaucoup plus prosaïque, les développeurs informatiques, ils sont en situation de chômage négatif. Bon, ben voilà, c'est ça qui explique pourquoi ils peuvent se mettre en freelance, pourquoi ils peuvent facturer cher, pourquoi ils peuvent être digital nomades. C'est parce qu'ils ont des compétences qui aujourd'hui sont rares sur un marché. Demain, leurs compétences, elles viennent abondantes sur le même marché. Les gens vont arrêter de les payer 500 euros ou 1000 euros au jour. ouais, complètement. Bah oui, parce que voilà, les boîtes qui les payent ce prix-là, elles le font pas pour. Enfin, c'est pas la charité, c'est pas juste parce qu'on les aime bien, même si on les aime bien, c'est pas le sujet. C'est pas des relations de bisounours non plus. C'est quand même, tu as des relations de travail, t'es en situation de pouvoir facturer
d'une certaine façon, bah, tu le fais, et puis le jour où tu ne seras plus en situation, bah, je peux te garantir que les entreprises, elles ne vont pas te donner de l'argent comme ça. Mmh. Donc, et c'est là où effectivement, ce qui est intéressant quand on est individu dans ce truc-là, c'est aussi de se faire un, je sais pas comment dire, un plan de carrière ou voilà, de bien réfléchir à sa valeur sur le marché. Mais après, ce qui est vrai aussi, c'est que, ben, typiquement les devs, un peu les freelances et tout, ça va devenir enfin pour moi aujourd'hui, ça devient quand même l'aristocratie du travail indépendant. C'est là où tu es bien payé, c'est ce truc-là et donc voilà, et ce qui est bien. L'aristocratie du travail indépendant, c'est pas mal, c'est une belle formulation. Mais ouais, non, complètement. J'ai une question pour toi sur le syndicat, parce que tu as dit tout à l'heure, donc c'est vrai tu nous as présenté Gmind, on a un peu moins parlé en termes de présentation du syndicat. Si tu veux en dire quelques mots, n'hésite pas. Mais du coup, peut-être pour introduire le sujet, c'est ce qui, tout à l'heure, tu disais, en fait, on dit que on a l'impression que c'est les salariés qui ont inventé le syndicalisme, alors qu'en fait, c'est les indépendants. Et du Oui. coup, moi, je sais que quand je parle du syndicat, il y a plein de gens qui sont dit, ah ouais, un syndicat des indépendants, ça existe, incroyable. Donc, tu as quand même ce truc où tu as l'impression que c'est une nouveauté complète. Du coup, pourquoi tu disais tout à l'heure que en fait, les indépendants ont inventé le syndicalisme et que pourtant, là, on a l'impression que c'est une nouveauté, ce syndicat. Enfin, même si le syndicat est une nouveauté en lui-même, mais indépendant. Ben parce que en fait, les syndicats d'indépendants, déjà, ne s'appellent pas forcément syndicats. Par exemple, je vais te donner le nom d'une organisation qui est un syndicat. Donc, il est absolument certain que c'est un syndicat dont tu entends parler très souvent dans l'actualité, mais que tu n'aurais pas l'idée de qualifier de syndicat. Cette organisation, c'est le MEDEF. Mm. Le MEDEF est un syndicat d'indépendants qui dirigent des trop grosses boîtes. C'est ça le MEDEF. Je vais te donner le nom d'un autre syndicat aussi, très connu. C'est plus des indépendants, donc ce n'est pas des grosses boîtes. L'Ordre des médecins. C'est un syndicat. Ça existe depuis très longtemps. Donc, en fait, il y avait une époque où tu avais les tailleurs de pierre. Et ben voilà, les tailleurs de pierre, ils avaient leur syndicat. Et en fait, c'est que, du coup, les syndicats de tailleurs de pierre, etc., en fait, ils avaient dans les rôles, tu vois, dans le syndicat, l'ordre des médecins, les tailleurs de pierre, etc., tu gères plein de choses, en fait, dans un syndicat. Ce que tu fais, c'est que tu gères toutes les problématiques qui sont liées au travail, c'est-à-dire comment on rentre dans le métier, comment on apprend le métier, comment on structure le marché pour les clients, comment on garantit une des choses qui est censée faire, par exemple, l'ordre des médecins, c'est te garantir que à chaque fois que tu vas avoir un médecin, que c'est pas que le type est compétent et qui ne va pas te... Enfin voilà, c'est Pas te aussi raconter ça. n'importe quoi. Exactement. Ouais, Voilà, tu as aussi le Conseil national des barreaux qui est l'équivalent pour les avocats. Voilà. Donc, du coup, tu vois bien, quand je te donne tous ces exemples, ces organisations-là, tu les connais. Mais tu n'as pas l'habitude d'appeler ça un syndicat. Et Voilà. du coup, c'est pour ça que vous avez fait le choix aussi vraiment de vous nommer syndicat. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était dire que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est installer des nouveaux droits pour les indépendants. Et donc, pour ça, il faut passer par un syndicat. Donc, ce qui est un peu ce qui est un peu la... Voilà. Mais en fait, le concept de syndicat, c'est-à-dire de se retrouver par rapport à notre métier, c'est pas quelque chose qui est... Tout le monde pense que ça a été inventé par les salariés, mais pas du Ouais, tout. ok. Pas du tout, du tout. J'ai C'est une quelque chose qui question. existe depuis que le travail existe. Il y a des syndicats et il y a des syndicats qui remplissent toutes ces missions-là. Donc, c'est-à-dire l'accès à la profession, la formation, la structuration du marché, la garantie auprès des consommateurs d'avoir un service de qualité. Voilà, c'est à ça que sert un syndicat. Et d'ailleurs, Indépendant.co n'est pas tout à fait un syndicat puisque c'est un néo-syndicat. Donc, en fait, c'est plutôt c'est une structure dont on fait beaucoup, qui est beaucoup dans une logique de think tank parce qu'en réalité, aujourd'hui, la situation des indépendants, elle est tellement en changement qu'un seul syndicat n'y suffira pas et qu'il va falloir qu'il y ait plein de choses qui se créent autour des indépendants.
Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on appelle ça un néo-syndicat, dont l'activité, par exemple, là, en 2022, on va beaucoup fonctionner comme un think tank, typiquement, pour pouvoir produire enfin, voilà, des idées, des idées de loi, notamment, pour pouvoir faire avancer la situation des indépendants. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait là, par exemple, qui est un peu une des missions du syndicat, c'est notamment de faire de l'évangélisation sur la question des indépendants. Donc voilà. Donc en fait, on a des missions qui sont en réalité hyper larges, et ça ne sera pas qu'une seule organisation. Et le but d'ailleurs, c'est qu'il y en ait plein. J'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est, tu as cité tu vois, les médecins, les avocats, enfin, des exemples finalement de professions d'indépendants. Du coup, vous, aujourd'hui, via du coup, ce nom, parce que c'est vrai que je trouve le nom indépendant, il englobe énormément de choses, ce qui est une très bonne chose. Mais du coup, vous, quelle est la brique, enfin, comment tu vois les choses sur la brique que vous apportez, puisque, entre guillemets, s'il y a les médecins ont leur syndicat, les avocats ont leur syndicat, les chefs d'entreprise ont leur syndicat, vous, est-ce que c'est pour regrouper tout le monde? Est-ce que c'est pour une autre partie des indépendants? Comment vous voyez les choses? Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, ça veut dire que c'est un peu pareil d'ailleurs pour Women. Si tu veux comprendre ce que c'est, il faut regarder le nom. Qu'est-ce qu'on dit dans le nom? Donc, indépendant.co, on s'adresse à l'intégralité des indépendants. Et ça, ce qui est quand même une grosse différence, par exemple, par rapport à l'ordre des médecins qui s'intéressent aux médecins, qui ne va pas s'intéresser à d'autres métiers. Ça va être une différence, par exemple, par rapport au MEDEF. Donc, le MEDEF s'intéresse à des structures d'une certaine taille. Et puis après, l'autre nouveauté, enfin, ou caractéristique qu'on peut avoir, c'est, je pense, notre méthode de travail. Moi, j'ai vachement conscience qu'il y a une révolution numérique et que la révolution numérique, ça fait partie de ce qui change ton quotidien. Et du coup, ça ne veut pas dire que les gens ont décidé de changer, mais de fait, ça change ton quotidien. Et donc, ça a des impacts, y compris pour les indépendants. Et donc, le fait qu'on soit dans cette logique de, on est quand même dans un changement de système. Et c'est vrai que je pense que les organisations plus traditionnelles, c'est pas leur cheval de bataille de dire attention, on est en train de changer de système. Alors que ça, pour moi, c'est très fort. C'est-à-dire, je pense attention, on est en train de changer de système. Donc du coup, tu peux pas juste continuer à faire comme avant tranquillement. Il faut faire des nouvelles choses. Et du coup, après, notre méthode de travail, c'est de dire, en fait, il faut que ce soit les indépendants qui s'emparent des sujets, il faut que ce soit eux qui s'expriment, voilà. Donc, c'est ça un petit peu la spécificité d'indépendant.co, qui est vraiment pourquoi on fait ça à ce point précis de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe en ce moment. Ouais. Voilà, parce qu'une révolution technologique, tu n'en as pas, enfin, je sais pas si tu en as une tous les 100 ans, mais là, on est dedans quand même. Oui, complètement. Un peu le dernier point sur lequel ça m'intéresserait du coup d'avoir ton retour. Tu as parlé à plusieurs reprises, alors que ce soit un peu dans cette idée de nouveau modèle social autour du syndicat et de justement de syndicat avec beaucoup d'acteurs. Pour toi, du coup, quand tu parles de ça, des acteurs du coup comme WeMind ou Caravelle qui veulent œuvrer justement pour apporter aux indépendants ce qu'ils peuvent perdre par rapport à un salarié. Comment tu vois du coup un peu la cohabitation de ces différents acteurs, à la fois donc, avec l'État, avec les actions du syndicat pour justement, comme tu parlais, des lois et faire bouger les choses aussi de ce côté-là. Quelle est la place d'acteurs du coup comme WeMind et Caravelle? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est d'ailleurs pour ça que même WeMind et même si c'est un contributeur du syndicat, c'est deux entités juridiques qui sont complètement séparées, une gouvernance complètement séparée. C'est même quasiment un accident que ce soit que je fasse les deux, tu vois. Ça pourrait même, et je pense même à l'avenir, ça sera des personnes différentes qui géreront Women et le syndicat. Pour moi, aussi bien Caravelle que Women, c'est plus d'aventure entrepreneuriale. Et donc, du coup, voilà, comme finalement, comme toutes les entreprises, quoi. Et alors que le syndicat a une vocation beaucoup plus publique. Donc, Ce que je veux dire, c'est que justement, si on prend un peu de recul et tu vois sur cette
image globale d'un monde qui change. Tu l'as très bien dit avec l'impact de cette révolution numérique, avec tout ce qui se passe en ce moment. Comment finalement, donc en effet, chacun, je veux dire, a son rôle et sa place, et c'était pas vraiment pour mettre ça sur différents niveaux. C'est plutôt toi qui est vraiment hyper impliqué dans cet écosystème-là. Comment est-ce que du coup, tu vois justement de plus en plus d'acteurs qui sont partis de ce sujet? Est-ce que c'est aussi via des entreprises comme WeMind, Caravelle et toutes les autres? On a plein de partenaires sur les différents services dont on peut avoir besoin justement en indépendant. Est-ce que du coup, toi, en fait, quel est voilà, ton retour sur cet écosystème-là? C'est très difficile d'y répondre. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question à court terme en réalité. Parce qu'en fait, en vrai, tout peut, enfin, ça fait partie des choses qui sont, je sais pas comment, tu sais, je vais citer Samuel, puisque j'ai vu que c'est une phrase qu'il utilise tout le temps, c'est que la meilleure façon de créer le futur, de connaître le futur, c'est de le créer. Mais voilà, c'est un peu ça, en fait. Tu vois, toute l'interview qu'on a faite, c'est pas forcément pour dire quel va être le rôle de ceci ou de ça, etc. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que euh, je te dis comment moi je le fais, comment moi je bosse chez WeMind. Chez WeMind, l'objectif c'est d'apporter des services aux freelances, aux entrepreneurs, de le faire d'une façon qui est dans le care, de la façon la plus éthique possible. Et après, au niveau du syndicat, le but c'est de porter la voix des indépendants dans un contexte où il y a beaucoup de changements et où il faut repenser les choses. Et ça, il faut le faire, et c'est un travail collaboratif. Donc après, de dire quelle sera la place quelle sera la place des entreprises, comment tout ça, ça se met en place. En fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, moi, c'est que je ne sais pas. C'est pas que je ne Ouais. veux pas te le dire, c'est que je Non, ne non, non, sais bien sûr. Mais alors, au-delà de cette performance plus, c'est c'était que plutôt sur le fait de, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des briques qui se mettent en place, que moi j'ai le sentiment, mais j'ai l'impression d'avoir un regard neuf et que je pense que toi tu as plus de recul sur ça, qu'aujourd'hui il y a de plus en plus, en tout cas, d'acteurs qui, à la fois, donc côté syndicat pour porter la voix, à la fois côté service d'entreprise pour créer de l'entreprise, mais qu'en tout cas ça devient en tout cas quelque chose dont on parle de plus en plus, qui est, on va dire, en croissance. Et donc, c'est voilà, pour ça qu'à la fois, j'avais envie que cet aspect historique dont tu nous as parlé, parce que je trouve qu'on a l'impression très souvent que voilà, ça fait 10 ans et qu'avec la crise du Covid, c'est accéléré, alors qu'il y a des bases beaucoup plus profondes. Et du coup, voilà, on est complètement d'accord sur le fait qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais qu'en tout cas, moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui sont voilà, qui prennent ces sujets un peu en main. Et voilà. c'est Ouais, toujours ouais, à double tranchant tout ça. C'est pour ça complètement. qu'on ne peut Mais... pas dire vraiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à cette question sur quel va être le rôle des uns et des autres, parce que tu vois, que ce soit WeMind ou Caravelle, nous, je pense qu'on est des boîtes, on fait partie des gentils. Samuel, il fait partie des gentils, mais tout le monde n'est pas gentil dans cette affaire. Donc en fait, on est dans un environnement qui est très complexe, et c'est ce que fait notamment le syndicat, c'est aborder la complexité des choses. Je trouve juste que c'est bien aussi justement d'avoir ces messages de tout n'est pas rose et c'est pas parce que tu es freelance, indépendant, que tu es autonome, que tu décides ce que tu fais de tes journées, que tu factures beaucoup plus qu'un salarié et que c'est plus complexe que ça. Et c'est ce que, voilà, en tout cas sur ce sujet que j'avais envie de t'entendre aussi, sur des sujets qui sont un peu moins, du coup, paillettes, mais qui sont une réalité. Et je trouve qu'on en parle assez peu et voilà. Et en tout cas, ça fait partie des choses où on a envie justement de, d'en parler vraiment et à la fois pas du tout pour démoraliser, loin de là, parce que justement, il y a plein de choses, plein de solutions qui existent, qui en tout cas se créent et je suis de nature plutôt optimiste. Bon, écoute, je te remercie énormément. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé et ça m'a fait très plaisir d'avoir cet échange avec toi. Bon, bah merci en tout cas.